La mort d'Édouard Michelin, 43 ans, disparu en mer au cours d'une partie de pêche hier. Père de 6 enfants, il dirigeait le groupe français, leader mondial du pneumatique depuis 7 ans. Tremblement de terre en Indonésie, dans l'île de Java. Le séisme d'une magnitude de 6,2 sur l'échelle de Richter avait été précédé d'une reprise d'activité volcanique du mont Merapi. Un crime abominable à Marseille où 3 jeunes à bord d'une voiture volée ont volontairement écrasé une femme de 78 ans qui tentait de s'interposer. Elle est morte sous leurs roues. Les 3 jeunes ont été arrêtés. N'oubliez pas demain d'embrasser tendrement votre maman, c'est le jour de la fête des mères, une tradition qui, contrairement à ce que croient beaucoup, n'a pas été inventée sous la France pétainiste mais par Napoléon. Présentation à Cannes du film Vol 93 qui montre la révolte des passagers du seul des 4 avions kamikazes à n'avoir pas atteint son objectif. Des familles des victimes ont fait le déplacement en France à cette occasion. Madame, Monsieur, bonsoir. La mort d'Édouard Michelin, disparu en mer hier au cours d'une partie de pêche au large de l'île de Saint. Son corps a été repêché à une dizaine de kilomètres au nord de l'île. Édouard Michelin, 43 ans, était le patron du groupe du même nom, leader mondial du pneumatique. Il était parti pour cette sortie en mer avec Guillaume Normand, marin expérimenté dont le corps n'a pas été retrouvé. Sur place en Bretagne, voyez le reportage de Jean-François Firé et Michel Hiver. Ils viennent de passer 10 heures en mer. Les pêcheurs d'Audierne ne sont rentrés au port en milieu d'après-midi, l'air désabusé. Ils n'ont trouvé de traces ni du Liberté, le ligneur qui transportait Édouard Michelin, ni de son capitaine Guillaume Normand. Ce soir, le marin est toujours porté disparu. Depuis hier, on a un temps exécrable et on ne voit pas d'y mettre, on a quadrillé partout, on était plein de bateaux de pêche, des bateaux de sauvetage, marine nationale. L'épave se trouverait au large de l'île de Saint. Elle non plus n'a pas été localisée. Le périmètre des recherches s'étend sur 320 km² avec par endroits des fonds de 90 mètres. Édouard Michelin connaissait la région. Il habitait 7 maisons près de Quimper. Hier matin, avec Guillaume Normand, il est parti sur ce bateau pêcher le bar dans une zone réputée dangereuse. Les conditions météorologiques étaient bonnes, pas de vent, peu de houle, mais une brume importante. Moi, je ne peux pas aujourd'hui apprécier les conditions météo, mais il n'y avait pas d'obstacle à cette sortie. Pour accélérer les recherches, un détecteur de mines a été dépêché. L'hélicoptère, lui, n'a pas pu décoller. Les opérations de secours devraient s'interrompre avant la tombée de la nuit. À Clermont-Ferrand, siège de l'entreprise familiale, le choc est évidemment immense chez les Bibes, un surnom que l'on donne aux employés de Michelin. 130 000 dans le monde, dont 15 000 à Clermont, où Édouard Michelin avait consolidé le siège de la firme. Et les élus locaux soulignent eux aussi le parcours du chef d'entreprise, Denis Sébastien et Éric Jacquin. L'hommage est encore discret, mais les gestes de sympathie se manifestent petit à petit. Nous sommes au siège de Michelin cet après-midi. Des employés, des retraités parfois de l'entreprise viennent signer les registres de condoléances. Certains sont très émus. La manufacture a perdu un grand homme, un grand patron, la France aussi. Et je voudrais présenter toutes mes condoléances à sa famille, sa femme, ses enfants, et aussi à notre ancien grand patron, François. Voilà, c'est tout, c'est personnel, point. C'est quelqu'un de jeune, très agréable à travailler, avec qui on avait une certaine confiance, quoi. Et donc, je suis très peiné, voilà, tout simplement. La nouvelle de la mort d'Édouard Michelin, Marie l'a apprise à 5 heures ce matin devant l'une des usines. À la retraite, après 40 ans de service chez Michelin, elle arrondit ses fins de mois en vendant le journal aux ouvriers qui vont prendre leur poste à l'usine. Ben, je viens de l'apprendre maintenant, alors je ne le savais pas. Soi-disant que... Mais il n'y a pas grand monde, alors on va pas... C'est triste. C'est triste. Le géant du pneumatique emploie encore 13 000 personnes à Clermont-Ferrand. Mais les effectifs ont diminué de moitié en 20 ans. Certains salariés craignent que le phénomène ne s'accentue avec la disparition d'Édouard Michelin. Ce qu'il me rappelait il y a encore quelques jours, c'est sa volonté, sa détermination à faire en sorte que Michelin demeure leader mondial de son secteur alors que la concurrence augmente, se fait chaque jour de plus en plus vive, de plus en plus dure. Ce week-end, pont de l'Ascension oblige, les usines tournent au ralenti. L'activité normale reprendra lundi avec un nouveau patron.
Édouard Michelin avait succédé à son père aux commandes de l'entreprise en 1999. Choisi parmi ses 5 frères et sœurs, il avait suivi le cursus de l'héritier. École centrale à Paris, stage dans les ateliers de Clermont, direction de la branche américaine pendant 2 ans. Il avait fait évoluer le groupe et sa disparition plonge l'entreprise dans un profond désarroi, car dans cette structure familiale organisée en commandite, la succession pourrait être difficile. Séverine Lebrun et Christelle Marty. Il était l'héritier, choisi par son père parmi les 6 enfants pour reprendre l'entreprise familiale. Édouard Michelin a alors 36 ans. À l'avenir et pour tenir le cap. Merci, capitaine. L'usine, il la connaît par cœur. Comme le veut la tradition familiale, à 20 ans, Édouard Michelin débute sur les chaînes de montage, parmi les ouvriers. Il fait ensuite ses classes dans la filiale américaine de l'entreprise. De là vient son goût pour l'international. À son retour, il devient PDG et fait du groupe Michelin le numéro 1 mondial du secteur. Il était un chef d'entreprise exceptionnel, représentant une tradition, une lignée qui faisait honneur à notre pays. La France vient de perdre un très très grand chef d'entreprise, un homme aux qualités humaines tout à fait exceptionnelles. Il avait une grande vision pour Michelin et il était prêt à l'emmener très très loin. Sa première décision de PDG, un séisme médiatique et social. Édouard Michelin annonce en même temps des bénéfices records et 7500 suppressions de postes. L'expression licenciement boursier est née. Édouard Michelin redressera vite la barre. Développement tous azimuts à l'international. Retour en force dans le monde prestigieux de la Formule 1. Le groupe Michelin est un empire, 130 000 salariés dans le monde, dont 15 000 à Clermont-Ferrand, le berceau historique. C'est là que Michel Rollier, 62 ans, fait ses preuves. Il reprend les rênes du groupe dès aujourd'hui. J'assure à partir d'aujourd'hui toutes les responsabilités de direction de Michelin dans le cadre d'orientation stratégique claire et qui reste inchangée. Il a été nommé co-gérant à la dernière Assemblée Générale. Son père était déjà co-gérant, donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement l'entreprise et qui saura, à travers les hommes de Michelin, trouver effectivement comment passer cette épreuve difficile pour l'entreprise, mais surmontable. Difficile succession pourtant, car si Michelin reste l'une des entreprises les plus rentables du secteur, la conjoncture 2006 s'annonce plus morose. En Indonésie, un très violent tremblement de terre a frappé l'île de Java. Il y aurait déjà 3000 morts, selon un bilan toujours provisoire, et presque 200 000 sinistrés. Le tremblement de terre s'est produit aux premières heures ce matin dans une région assez peuplée à l'est de Jakarta. Claude Sampère et Anneau Burel. Il continue d'arriver par dizaines, par centaines, dans tous les hôpitaux de la région. Depuis la secousse tellurique ce matin, le personnel médical et tous les services de secours d'urgence tentent de faire face. Faute de place, et par crainte de nouvelles répliques, la plupart des blessés sont disposés dans les cours des hôpitaux. Dans les couloirs, on opère parfois à la hâte avec les moyens du bord. Ici, tout le monde s'entraide et les plus vaillants racontent leur histoire. J'ai essayé de m'enfuir, mais je n'ai pas eu le temps. Une partie du toit s'est écroulée sur moi. Dans les villages de la campagne, les habitants se débrouillent comme ils peuvent. Ici, les secours ne sont pas encore arrivés. Selon la Croix-Rouge internationale, il y aurait plus de 200 000 sinistrés. Beaucoup de gens de ma famille ont survécu, mais ma sœur est morte. On a besoin d'aide, on n'a pas d'eau, on n'a rien à manger, et on ne sait pas où dormir. C'est à l'aube que le tremblement de terre a frappé 6,2 sur l'échelle de Richter. Peu avant 6 heures du matin, la plupart des gens dormaient. J'étais dans mon lit et puis tout à coup la terre s'est mise à trembler donc pendant presque 1 minute. Donc bon, moi sur le coup de la panique, j'ai pas bougé, je suis restée sur le lit en entendant s'écrouler autour de moi des tuiles de toit, des pans de mur. Après ça, on a vu arriver des dizaines et des dizaines de mobylettes et de vélos, des gens qui criaient tsunami, tsunami. Ça a créé quand même un mouvement de panique assez important. D'heure en heure, le bilan ne cesse de s'alourdir. Il n'y aurait pas de Français parmi les morts. Peu à peu, l'aide s'organise. L'ONU, Paris, Madrid, Moscou, Londres et des dizaines d'organisations internationales se mobilisent. En attendant cette première aide d'urgence,
Les Indonésiens ont déjà commencé à enterrer leurs morts. La secousse a donc atteint une magnitude de 6,2 sur l'échelle de Richter. Elle s'est produite dans une zone particulièrement sensible où deux plaques tectoniques provoquent régulièrement des tremblements de terre. C'était déjà le cas lors du tsunami de décembre 2004. Et depuis peu, dans cette zone, le volcan Merapi était de nouveau en activité. Agnès Monteux et Édouard Bergeron. Ces nuages de gaz brûlant étaient le signe annonciateur du tremblement de terre. Depuis quelques semaines, le Merapi était devenu menaçant, crachant ses nuées ardentes. Les symptômes d'une croûte terrestre qui commence à bouger fortement, les spécialistes s'attendaient donc à ce tremblement de terre. L'Indonésie se trouve sur la ceinture de feu, le pourtour du Pacifique, une zone très active. On y dénombre 90% des volcans dans le monde et plus de 30 séismes depuis le début de l'année, dont 10 rien qu'en Indonésie. Paroxysme de cette activité, le tsunami de décembre 2004. Un gigantesque séisme en pleine mer de 9,2 sur l'échelle de Richter qui déclenche un raz-de-marée, faisant 150 000 morts rien qu'en Indonésie. À l'origine de ces mouvements, toujours la même cause. La plaque indo-australienne glisse rapidement sous la plaque eurasiatique, provoquant des séismes en mer comme en décembre 2004 ou en pleine terre comme hier à Yogyakarta. Cette vitesse, elle est de 4 à 5 cm par an. Et donc c'est l'une des plus fortes vitesses du point de vue des plaques dans le monde. Et c'est ce qui explique que cette région-là est très active. Le séisme de décembre 2004 était à 60 km de profondeur, celui d'hier à seulement 10 km. Ce qui explique que les dégâts soient importants mais plus localisés, circonscrits à l'île de Java. En France, c'est un fait divers sordide qui s'est produit à Marseille. Une vieille dame de 78 ans a été volontairement écrasée par 3 jeunes au volant d'une voiture volée. Il semble que la vieille dame ait tenté de s'interposer. Elle est morte sous les roues du véhicule. Les 3 jeunes ont été arrêtés. Nicolas Luizet et Benoît Jourdan. Les voleurs en fuite n'ont pas hésité. Aucune trace de freinage. Ils ont foncé sur la vieille dame qui leur barrait la route. Elle est morte sur le coup, tuée pour avoir tenté d'empêcher un vol dans sa résidence. Tranquille, c'est tout. Personne ne l'embête et elle a fini sous les roues. Elle a pris bien faire, quoi. Ah oui, c'est ça. C'était la mamie des jockeys. Les petits, les grands, tout le monde l'aimait bien. Et tout le monde était en larmes. Les 3 jeunes venaient de l'extérieur. Malgré ses 78 ans, lorsqu'elle les surprend, Henriette s'interpose. Et elle, ce qu'elle a fait, elle a pris le raccourci ici à travers la pelouse. Elle les a rejoints à cet endroit-là, pour les empêcher de partir. Et là, ils l'ont écrasé. Et là, ils l'ont écrasé. Voilà. Délibérément écrasé. Ils sont passés dessus. Oui. Ils sont passés dessus à plusieurs reprises. C'est un assassinat pour appeler des choses parolièrement. À bord de la voiture volée, 3 mineurs, 15, 16, 17 ans, sans permis, connus des services de police pour 2 d'entre eux. Les policiers se sentent dépassés. Cette dame tombe sous le véhicule, ils reculent, ils avancent, enfin, c'est horrible, c'est horrible. Ils n'ont plus d'interdit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience de la gravité de ce qu'ils viennent de faire. Pour eux, un acte comme hier soir, c'est un accident tout simplement. Donc quelque part, nous policiers sommes désarmés. Les 3 adolescents ont été interpellés dès hier soir. Au cours de sa garde à vue, l'un d'entre eux a reconnu être le conducteur. Ils seront présentés au parquet demain, avant leur mise en examen. Aux assises de Savoie, l'abbé Dufour a été condamné à 15 ans de prison. Le jury a suivi le réquisitoire de l'avocat général. L'abbé Dufour était poursuivi pour viol et agression sexuelle sur une dizaine de jeunes gens. Hier, pour la première fois, il a exprimé des remords pour le mal qu'il avait fait. Dans le Var, à l'Orgue, se tenait aujourd'hui la fête de la Rose avec comme invité Ségolène Royal. Dans son discours assez politique, elle a évoqué la réforme des institutions et la responsabilité pénale du chef de l'État. Elle a aussi dénoncé l'amnistie de l'ancien champion olympique et ministre des Sports, Guy Drut. Et comme à chacun de ses déplacements, elle a reçu un accueil très chaleureux des militants. Sur place, Alexandre Carra et Patrice Brugère. N'en déplaise à ses rivaux, il y a bien un effet Ségolène Royal. Supporters, militants curieux à chacun de ses déplacements, ils sont souvent bien plus nombreux que prévu. Et désormais, la mécanique royale est bien huilée. Règle numéro 1, ne pas épargner le gouvernement. Aujourd'hui, l'affaire Guy Drut. Je crois que l'autorité juste, c'est l'autorité où le puissant s'impose les mêmes règles qu'à tous les autres.
Et je crois qu'il faut se souvenir de La Fontaine. La justice ne doit pas être différente selon que l'on est puissant ou misérable. Un bonjour à François aussi, les amis. Il va au foot, lui, ce soir. Il va au foot, oui. Règle numéro 2, évoquer ses idées pour contrer les critiques. Au menu, responsabilité pénale du chef de l'État et non-cumul des mandats. Règle numéro 3, ne pas oublier de se différencier de ses petits camarades du PS. Je m'abstiens de répondre aux petites phrases, aux attaques plus ou moins cinglantes. C'est parce que je pense que les socialistes doivent donner l'exemple. Ceux qui sont venus l'approcher, lui parler, la photographier, en redemandent. Je me suis inscrite au Parti socialiste. Je fais partie des 50 000 nouveaux inscrits parce que justement je veux pouvoir voter pour Ségolène Royal. C'est un élan, c'est un mouvement et en plus elle parle avec un dynamisme qui rappelle la grande époque avant l'élection de Mitterrand. C'est un peu de fraîcheur et un peu d'espoir. Et le Ségolène Tour se poursuit dans toute la France avec un pari, jouer les militants contre les éléphants. Poursuite du voyage de Jacques Chirac en Amérique latine avec la visite au Chili. C'est la première fois que Michelle Bachelet, la nouvelle présidente socialiste, reçoit un chef d'État depuis son élection. Jacques Chirac qui, à nouveau, a vanté la sensibilité indiscutable que les femmes apportaient à la politique. Compte rendu, Éric Monnier et Francis Forget. Et pourtant, le métier de président n'est pas un jeu d'enfant. Jacques Chirac l'expérimente depuis 11 ans. Michelle Bachelet, son homologue chilienne, depuis 79 jours seulement. Un homme, une femme, lui de droite, elle de gauche, deux générations. Et une belle complicité affichée ce matin devant les caméras dans le métro de Santiago, réalisation française. Le système de l'arme fonctionne bien. 42 ans qu'un président français n'avait foulé le sol chilien. La dernière fois, c'était le général de Gaulle. Viva Chile! Aujourd'hui, les relations économiques entre la France et ce pays modèle de dynamisme restent modestes. Mais politiquement, depuis la fin de l'ère Pinochet et la démocratisation, plus aucun point de désaccord. Et le discours de cohésion sociale de la nouvelle présidente chilienne rappelle même un peu celui sur une certaine fracture sociale, comme une cure de jouvence pour Jacques Chirac. Finalement, il n'y aurait guère que sur la parité homme-femme, une réalité dans le gouvernement chilien, que la vision des deux chefs d'État divergerait un tant soit peu. C'est certain, il y a des thèmes qui me tiennent plus à cœur en tant que présidente. Parce que je suis une femme, une pédiatre et une mère. Le choix ne peut pas se limiter à un choix de sexe. La conviction politique dont on est porteur, c'est cela qui est essentiel. Le président français n'aura pris ici qu'un petit bol d'air. L'affaire de l'amnistie contestée de Guy Dru l'aura replongé dans les réalités parisiennes un peu plus tôt que prévu. En Pologne, le pape Benoît XVI a prié à Wadowice pour la béatification de son prédécesseur Jean-Paul II. Il a aussi visité la maison natale de Karol Wojtyła, transformée aujourd'hui en musée. Reportage Gérard Grisbeck et Karine Guillaume. Il semble à la fois heureux et intimidé. C'est le premier contact de Benoît XVI avec la jeunesse polonaise. Ils sont ce soir 600 000 pour cette veillée, une tradition qu'affectionnait Jean-Paul II. Bien sûr qu'il y a déjà une génération Benoît XVI. Regardez autour de nous comme on est nombreux. Autre moment symbolique ce matin à Wadowice, la ville natale de Jean-Paul II, lieu de pèlerinage. Tout le village est réuni pour entendre la bonne nouvelle en polonais. Nous prions ensemble afin que rapidement Jean-Paul II soit élevé à la gloire des autels. Merci, scande la foule. Benoît XVI vient donc de confirmer que Jean-Paul II sera béatifié rapidement, mais rapidement pour l'Église, cela veut dire dans quelques années. Nous, on attend la béatification de Jean-Paul II le plus vite possible. Au milieu des fidèles, des banderoles de Radio Maria, la radio intégriste qui diffuse des propos racistes et antisémites. Alors qu'au premier rang se trouve le camarade d'école de Jean-Paul II, juif, il sera demain à la cérémonie d'Auschwitz. C'est très inquiétant cette remontée de l'antisémitisme. Il y a donc ceux qui insistent sur l'importance de la visite à Auschwitz et ceux qui préfèrent la ville natale de Jean-Paul II. À l'étranger, le moment le plus important, ce sera Auschwitz. Mais pour nous, Polonais, c'est ici le plus important, à Wadowice. En venant ici, Benoît XVI a voulu toucher le cœur des Polonais, d'où l'importance de cette étape avant la messe demain matin à Cracovie.
À Moscou, la première Gay Pride, à laquelle participaient une petite quarantaine de militants, a été interrompue par 1 millier de policiers. Les organisateurs avaient passé outre l'interdiction de leur marche, qualifiée d'outrage à la société par la municipalité. Reportage Anne Pouncinet et Volodya Polanski. Faute de Gay Pride, ils voulaient déposer des fleurs sur la tombe du soldat inconnu, mais la police leur en a interdit l'accès et arrêté l'organisateur du mouvement. Comme prévu, les ultranationalistes étaient au rendez-vous avec les habituelles prêches anti-homosexuels. Ici, une porteuse d'icônes s'en prend à 2 Français venus soutenir le mouvement. La police intervient, mais pour arrêter l'un d'eux, Philippe Lanier, conseiller du maire de Paris, rapidement relâché. Un peu plus tard, un député allemand est frappé au visage devant la mairie de Moscou, qui n'a pas autorisé la Gay Pride. Les quelques rares gays russes qui ont osé venir ne sont pas à l'aise. Qu'est-ce qu'ils chassent comme ça? Des bandits? Nous ne sommes que des filles armées de parapluies. Mon ami Yuri. En février dernier, Bertrand Delanoë, rencontrant le maire de Moscou, tentait de le convaincre des bienfaits d'une Gay Pride. Yuri Louchkov a écouté, fait la moue et n'a pas changé d'avis, il est resté contre. En mai, malgré les attaques de militants nationalistes contre des boîtes de nuit gays à Moscou, les organisateurs de la Gay Pride persistent. Selon eux, tout ce battage est bénéfique. Le seul fait que les médias aient autant parlé de cette question est une réussite. On en a plus parlé ces 10 derniers mois que dans toute l'histoire de la Russie. Masha partage sa vie avec une autre femme et leurs enfants. Rares sont ceux en Russie qui, comme elle, assument ouvertement ce type de situation. La pression sociale reste forte. Dans notre pays, la question de savoir s'il faut considérer l'homosexualité comme un crime fait encore l'objet d'un débat. Nous avons des générations de retard. De fait, il y a 13 ans seulement que la Russie a décriminalisé l'homosexualité. Mais même si aujourd'hui les militants gays ont été privés de parole dans la rue, les sondages successifs le montrent, peu à peu, les mentalités évoluent. En Birmanie, Aung San Suu Kyi, chef de l'opposition et prix Nobel de la paix, a été condamné à 1 année supplémentaire d'assignation à résidence. Cette décision a été condamnée par la communauté internationale et Washington. En dépit des appels à l'ouverture, la junte militaire birmane au pouvoir reste sourde à toute idée démocratique. L'armée américaine a-t-elle en Irak massacré des civils de sang-froid dans la ville de Haditha pour se venger de l'explosion d'une bombe? C'est ce qui ressort de l'enquête menée par les services de l'armée qui pourrait déboucher bientôt sur des inculpations. Une affaire qui intervient au moment même où le président George Bush reconnaît certaines erreurs dans la conduite de la guerre en Irak. Bertrand Koch. Le 19 novembre au matin, un véhicule du corps des Marines saute sur une mine près d'Haditha, un village de la province d'Anbar, fief de la guérilla sunnite. Un marine est tué. Pour le venger, ses camarades pénètrent dans les maisons voisines et ouvrent le feu. 24 civils, parmi lesquels 7 femmes et 3 enfants sont abattus délibérément, dont certains jusque dans leur lit. Telles sont les informations communiquées par le Pentagone aux parlementaires américains. Pour couvrir le massacre, l'armée américaine avait d'abord prétendu que les civils avaient été victimes d'une bombe artisanale ou d'échanges de tirs entre combattants. Mais en mars, le magazine Time révèle l'affaire et qu'une enquête de commandement est en cours. 3 officiers, le commandant du bataillon de Marines et 2 chefs de compagnie ont déjà été relevés de leurs fonctions et pourraient être inculpés de meurtre et faux rapport. Sans faire directement référence à ce qui se présente comme le plus grave crime de guerre commis par l'armée américaine en Irak, George Bush a formulé jeudi en présence de son allié Tony Blair un début de mea culpa. Notre plus grave erreur reste Abu Ghraib, les sévices commis à la prison. Et cette erreur, nous la payons toujours, a reconnu le président américain. Aux États-Unis, la foudre aurait tué 5 personnes dans les États du Kentucky, du Tennessee et de l'Indiana. Des éclairs exceptionnels, vous le voyez dans le ciel de la ville au-dessus de Lexington. Ces phénomènes climatiques pourraient être annonciateurs de tornades particulièrement fortes au cours de la saison à venir. Ces orages secs sont en effet de mauvais augure pour les tornades. Et puis au Maroc, des trompes d'eau se sont abattues sur la ville de Oujda. Les crues spectaculaires ont ravagé une partie de la ville, des pluies bienvenues dans cette région qui connaît habituellement la sécheresse, mais jugées tout de même excessives par les habitants.
Près de 2000 candidats au concours d'entrée en deuxième année de l'Institut d'études politiques de Lille vont devoir recommencer les épreuves de culture générale. Une enveloppe contenant 90 copies qui devait être corrigée à Paris n'est jamais arrivée à destination. Explication Dominique Chimbakala et Samuel Humez. La nouvelle lui est parvenue par lettre recommandée. La Poste a perdu des copies du concours de Sciences Po. Maxime Gauduin devra donc repasser l'épreuve de culture générale, ce qui n'arrange pas ses affaires. J'avais prévu, après mes partiels, de réviser pour les autres concours. Donc là, directement après mes partiels, je vais avoir 3 jours pour me remettre dans l'épreuve de culture G à Lille. Bon, c'est pas vraiment évident. Sciences Po Lille, des étudiants de toute la France en rêvent. Le 20 avril dernier, ils étaient 2000 à passer le concours d'entrée en deuxième année. Des copies sont perdues, la Poste présente ses excuses, mais Sciences Po est catégorique. Nous n'aurons plus recours à la Poste. Carrément. Ah oui, bien entendu. Sciences Po envisage de porter plainte contre X pour vol ou contre la Poste pour non-respect du contrat. En attendant, 2000 étudiants comme Maxime devront repasser l'épreuve de culture générale le 10 juin. Manifestation aujourd'hui devant le Stade de France, l'association féministe qui proteste contre la prostitution, notamment celle qui est organisée pendant la Coupe du Monde de football. À l'entrée du match amical qui a lieu ce soir entre la France et le Mexique, elles ont proposé des pétitions contre la traite des femmes. Déjà 100 000 signatures ont été recueillies. L'Allemagne qui a légalisé la prostitution et les maisons closes pourrait attirer des souteneurs et générer des trafics. En France, la prostitution existe, elle n'est pas formellement interdite, mais elle se cache derrière des façades plus ou moins anodines. À Paris, des salons de massage, exotiques ou pas, se multiplient. Et lorsque l'on pousse la porte, les services offerts sont sans ambiguïté. Voici un reportage que nous avons tourné en caméra cachée. Et puis éloigner les enfants car certains termes sont assez crus. Enquête Benoît Bringer et David Fossard. Une petite boutique plutôt discrète dans une rue passante de la capitale. Quelques secondes d'attente sur le pas de la porte. Et c'est une masseuse aux prestations un peu particulières qui nous accueille. Non, je voudrais savoir un peu comment ça fonctionne. D'accord, donc voilà, en fait, on propose plusieurs sortes de massages. Ouais. Il y a un massage traditionnel, 100 €, massage body finissant à la main à 130 et body finissant à la bouche 150. D'accord. Ça dure à peu près une demi-heure et c'est fait positif. Et pour quelques euros de plus, le massage peut aller encore plus loin. Et qu'est-ce que vous proposez exactement pour 200 ? Faites un mot, quoi. D'accord. Des salons qui proposent plus que de simples massages, il y en aurait selon les autorités entre 150 et 200 à Paris. Du plus sommaire au plus luxueux. Et leur nombre se multiplie. D'accord. Un peu plus loin, dans un quartier chic de Paris. Bonjour monsieur. Ici, c'est un homme qui nous reçoit. Bah c'est ça, vous avez le massage, validation, puis rapport. Et avec ça, vous avez le jacuzzi dedans. D'accord. Pour lui, ce salon est un commerce comme les autres. Il y a quand même une relation sexuelle au bout. Oui, non, c'est tout à fait autorisé. Elle a fait ses impôts, elle a lu ça. D'accord. Il n'y a pas de problème. Hein. Très bien. Et elle a le droit de l'exercer puisque c'est un bail commercial. C'est vous le patron, c'est ça? Non, c'est pas moi le patron. Moi, je suis là, c'est un employé. Mais même sans être le patron, cet homme pourrait être condamné pour proxénétisme. Car selon la loi, le proxénétisme est entre autres le fait d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui. Brigade de répression du proxénétisme, la mondaine comme on l'appelait avant. Ici on explique que le plus souvent dans ces salons, il y a derrière les masseuses des exploitants qui tirent les ficelles. En 2005, on a fermé une quinzaine d'établissements où il y avait du proxénétisme. Alors c'était parfois donc un salon de massage avec une ou deux masseuses, mais parfois c'était plusieurs salons de massage exploités par un même gérant et qui impliquaient parfois une quinzaine de masseuses. Cette boutique est l'un des salons fermés l'an dernier. Les deux femmes d'origine chinoise qui étaient à sa tête employaient 5 masseuses. Elles encourent une peine de 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Ambiance plus fraîche avec cette escapade en montagne. Voici le long week-end de l'Ascension qui correspond avec l'ouverture de la pêche dans les lacs. Un rendez-vous que les passionnés ne manqueraient pour rien, même si la pêche exige beaucoup de patience. Ce qui compte, c'est moins d'attraper du poisson que de voir se réveiller la montagne au printemps. Tournage dans les Pyrénées, Isabelle de Lyon et Olivier Combe. Le lac Thomard dans le massif du Néouviel, le petit paradis des pêcheurs.
Cette année, la neige a fondu très rapidement. Ils s'en régalent d'avance. L'eau verte et pure est pleine de promesses. C'est quand même des truites, il n'y a pas de pollution, l'eau n'est pas polluée, donc elles ont automatiquement un meilleur goût. Mais bon, il faut pour ça les attraper. Et c'est pas facile. Les vairons frétillent près du bord. Mais les truites, Omble le Chevalier, Christy Vomer, restent beaucoup plus discrets. Pour les appâter, voici des teignes fraîches. Les appâts sont réglementés, mais toutes les figures de style semblent possibles. Pour être pêcheur, la première chose, c'est être patient. Et là, bon, même si on ne prend pas de poisson, c'est pas grave. On peut rester des heures à essayer, à changer de style de pêche. On essaie un petit peu tout, quoi. On ne se fatigue jamais, sinon on ne pêcherait pas, quoi. Les poissons ne mordent pas? Qu'importe, il y a tant à voir. La floraison des gentianes, la ténacité des pins à crochets qui forment ici la plus haute forêt d'Europe. L'éveil des marmottes, enfin sorties de l'hiver. Il faut prendre le temps, savoir observer, regarder tout ça. On se doit de rester en admiration. Ce sont des cadres qui sont uniques. Si ça ne mord pas ici, ce sera ailleurs ou un autre jour. Les Pyrénées sont riches de près de 2500 lacs, tous garantis non pas d'une bonne pêche, mais d'une véritable évasion. Un petit mot d'amour, un joli dessin, une fleur cueillie sur le balcon. Pour souhaiter la fête des mères, pas besoin de se lancer dans des dépenses inconsidérées. Le plus beau des compliments, c'est comme dans la chanson, tu es maman la plus belle du monde. Reportage spécial Maman chérie d'une de nos mamans, Valérie Fourniou, avec Olivier Robert. La France célèbre aujourd'hui la journée des mères. La mère idéale, sanctifiée sous Pétain et l'occupation. Et qui transmet avec la vie les vertus qui font les peuples forts. Elle est même diplômée et médaillée lorsqu'elle a plus de 5 enfants. Cette fête, c'est Napoléon qui en a lancé l'idée. Ravivée sous Pétain, elle est officialisée le 24 mai 1950. Une maman, c'est irremplaçable. Vraiment, et la fête des mères, c'est un peu commercial, mais franchement, il faudrait bien plus qu'une journée pour remercier sa mère de tout. D'autant plus que fille ou garçon, une mère, c'est la femme de notre vie. Mon premier amour, c'est celle qui nous a mis au monde, c'est la plus importante. La plus jolie fée de la terre, c'est ma maman à moi. Une fée, une mère qui reçoit toutes sortes de cadeaux, du collier de nouilles au sac croco en chocolat. Je veux faire un porte-monnaie pour qu'elle dépense moins de sous. Il y a marqué espèce en voie de disparition. Peut-être que ça marchera. Avec les fleurs et le parfum, il y a même des classiques inattendus. Le caddie, effectivement, marche très très bien pour la fête des mères. C'est une bonne idée de cadeau. Soulager la maman. Pour soulager la maman, c'est une idée associée à l'idée de famille. Maman, je t'aime. L'important, ce n'est donc pas la rose, c'est d'aimer. Star d'un jour. À Cannes, le temps du festival, on peut se jouer des apparences, inventer une autre vie. Voyez le fabuleux destin de Ramón Schlegel, jeune acteur latino-américain et déjà reconnu par ses fans. Reportage Stéphanie Davoigneau et Vincent Bouffartigue. À Hollywood, on le surnomme le Petit Prince. En quelques mois, Ramón Schlegel est devenu l'acteur fétiche de toute une communauté. Depuis son film Coup de poing, Mortelle Romance, les plus grands réalisateurs s'arrachent les toiles montantes du cinéma latino. J'ai un projet de film avec Sofia Coppola. Nous sommes encore en pourparlers. Et je tourne dans le prochain Almodovar. Je ne peux pas vous en dire plus. Ramón Schlegel, nouvelle coqueluche d'Hollywood, vous y croyez? Et pourtant tout est faux. Ramón ne porte pas de smoking, il est vendeur dans une boutique de déguisement. Mais à Cannes, pour être une star, il suffit parfois d'en avoir les attributs. Lunettes, garde du corps, attaché de presse. Paré pour un test de popularité sur la Croisette. Premier cliché, premiers attroupements, premiers fans. Même s'ils ne savent pas toujours de qui ils sont fans. Non, je ne le connaissais pas, je lui ai demandé s'il pouvait prendre des photos parce que j'ai vu que certaines personnes le prenaient, donc je me suis permis. Ça peut être des gens qui ne sont pas connus et dans quelques temps ils vont être très connus et moi j'aurai déjà la photo. Second test, la sortie d'un palace cannois. Certains photographes professionnels sont dubitatifs, pas la foule, qui reconnaît la superstar.
Ok, super ça. Magnifique. Qui joue à côté de Jamel Debbouze dans le film. Oui, c'est lui, mais ben oui, c'est lui. On a vu l'extrait, oui, je l'ai vu, mais son nom. Moralité, il ne faut pas se fier aux apparences. Ce soir, Ramon Schlegel va bien monter les marches, mais ce ne sont pas celles du Palais des Festivals. Véritable projection cette fois, c'était hier hors compétition à Cannes, là encore. Le film Vol 93 qui raconte la révolte des passagers d'un des 4 Boeing détournés le 11 septembre 2001. Une reconstitution saluée par le festival où des familles des victimes étaient invitées. Pascal Deschamps et Rémi Poissonnier. Une ovation de plusieurs minutes et les larmes des familles des victimes. Elles viennent de revivre avec le film, une fois encore, le drame de leurs proches. Grâce au téléphone de l'avion, les passagers viennent d'apprendre ce qui s'est passé à New York peu après leur propre détournement. Peu de temps après, l'avion s'écrasait en Pennsylvanie. Que s'est-il réellement passé? À partir des messages des passagers décidés à agir, le film suggère que ça s'est peut-être passé comme ça. Dans notre culture, les films permettent à leur manière de toucher un grand nombre de gens à travers le monde. Le film de Paul Greengrass a été fait avec beaucoup de respect et de dignité. Dans son message, ma sœur m'a dit qu'elle m'aimait, qu'elle aimait papa, maman, et puis elle a dit « Mon testament est dans mon coffre ». Cleveland just called. There's a United 93. The controller heard screams coming from the cockpit. Sounds like Une douzaine de contrôleurs aériens présents ce jour-là jouent leur propre rôle, dont Ben Sliney. Ce jour-là, c'était surtout de la frustration et beaucoup de confusion, parce qu'on ne savait pas ce qui se passait. On ne pouvait pas comprendre ces événements parce que c'était quelque chose de nouveau. Une partie des recettes du film sera reversée aux familles pour la construction d'un mémorial, là où l'avion s'est écrasé. Ainsi se termine ce journal. À suivre la météo, Nathalie Rioué, puis à 20h50, divertissement, une nuit à Marrakech, présentée par Isabelle Giordano avec Charles Aznavour, Patrick Bruel et Lara Fabian, entre autres. Très bonne soirée sur France 2. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h. Bonsoir.